Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales. Les acteurs politiques font le point sur les préparatifs. Une nouvelle réunion du CPC a eu lieu encore ce lundi. Elle a rassemblé les différents acteurs qui prennent part à ce cadre de concertation, cadre permanent de concertation. Au menu des discussions, essentiellement l'organisation des élections législatives, les élections municipales. Ces élections auront lieu le 10 juillet prochain selon les informations données par le gouvernement. Certains acteurs demandent d'ailleurs le report de ces élections pour certaines raisons. Plusieurs demandes ont été formulées. Le représentant du gouvernement a annoncé qu'il rendra compte et au gouvernement donc de prendre sa décision. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. La précédente réunion du CPC avait fait certaines propositions. Quelques-unes de ces propositions ont été prises en compte, notamment la revue à la baisse des frais de cautionnement pour les candidats à ces élections municipales. De nouvelles propositions encore sont sur la table. Vont-elles être prises en compte? C'est notre interrogation, chers amis. Ben écoutez, docteur Guillaume, vous savez que le Togo se prépare activement pour les municipales du 10 juillet 2025. Nous connaissons déjà la date depuis un certain moment et les préparatifs vont bon train véritablement. Et vous savez qu'en fait, le cadre permanent de concertation, ce n'est pas une institution, ce n'est ni un mécanisme qui a pour objectif donc d'entériner un certain nombre de décisions et tout. C'est en quelque sorte un cadre informel. Disons qu'on l'a formalisé, c'est vraiment permanent, mais c'est pour dire que bon, c'est véritablement un lieu où on vient pour réfléchir sur des questions électorales, sur des questions économiques, sur des questions sociales. Sauf qu'au cours de ces derniers mois, la question qui est au cœur donc des discussions entre acteurs politiques sont des questions électorales véritablement, notamment les préparatifs liés donc aux élections municipales donc du 10 juillet 2025. Les acteurs se sont retrouvés de nouveau, vous l'avez dit, plusieurs questions ont été abordées, notamment l'éternelle question ou l'éternelle requête de renouvellement donc des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Il faut toujours le rappeler, les membres actuels de la CENI, leur mandat a expiré depuis longtemps parce qu'ils sont en fonction depuis 2022. Le code électoral dit que les membres de la Commission électorale sont élus pour un mandat d'un an renouvelable. Donc en réalité, il doit être les membres donc de cette commission doivent être renouvelés véritablement. Sur ce point-là, jusqu'alors, je n'arrive pas à comprendre ce qui bloque véritablement le renouvellement donc des membres de la CENI. Parce qu'en fait, quand vous regardez en face, l'institution majeure qui joue un rôle fondamental dans le renouvellement des membres, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement. Or, vous savez que le parti Union pour la République, a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Cela voudrait dire que même les membres de l'opposition parlementaire qui va être élus au sein de la CENI doivent avoir les voix donc, des députés donc, du parti Unir. Même les membres des partis politiques extra-parlementaires qui doivent siéger au sein de la CENI doivent avoir les voix donc, du parti Unir. Même les représentants de la société civile qui doivent siéger au sein de la Commission électorale nationale indépendante doivent avoir la voix des parlementaires unis. Ça veut dire que ceux qui doivent jouer le jeu, c'est les parlementaires du parti uni, c'est eux qui font la loi véritablement. Donc ils peuvent décider de qui doit siéger au sein de la CENI ou pas. Donc ça ne cause aucun problème fondamental. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question... Donc je ne comprends pas pourquoi jusqu'à ce jour... Mais pour cela, est-ce qu'il ne faut pas quand même respecter les principes qu'on a toujours adoptés jusque-là? Est-ce qu'il ne faut pas quand même procéder de la façon normale et quitte à ce que les parlementaires décident autre chose quand la parole sera à leur niveau? Ben en fait, quelle est la façon normale si ce n'est ce qu'a prévu le code électoral, ce que le législateur a prévu véritablement? C'est de cela que je parle véritablement. Sauf que c'est l'Assemblée nationale qui élit donc les membres de la CENI, que vous soyez du parti majoritaire, que vous soyez du parti des partis d'opposition parlementaire, que vous soyez des partis extra-parlementaires, que vous soyez de l'opposition, ou que vous soyez
de l'administration. Ce que je dis, c'est l'Assemblée nationale qui a une procédure, une certaine répartition qu'il faut respecter. Et même si le choix va différer peut-être selon les députés, mais il y a une portion qui revient à chacun. Docteur Guillaume, on dit la même chose. La loi dit il y a 7 membres pour le parti majoritaire, 7 membres pour l'opposition de façon globale, une partie pour l'opposition parlementaire, une autre partie pour l'opposition extra-parlementaire. Vous avez 2 représentants de la société civile et vous avez un représentant de l'administration. L'administration doit proposer 2 et l'Assemblée nationale doit choisir 1. Pour les représentants de la société civile, c'est un appel à candidature qui est lancé par l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui élit, par rapport aux candidatures reçues, 2 des personnes qui ont candidaté véritablement. Pour les autres, c'est la même chose. Ça veut dire que la seule institution qui joue le rôle fondamental, c'est l'Assemblée nationale. Et Ce que je veux dire, au moins, l'Assemblée nationale aura à choisir entre les gens que l'opposition va proposer. Bien sûr, ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi ne pas y procéder, tout simplement? C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui peut être le blocus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au niveau donc de la CENI qui ne veulent pas partir parce que bon, il y a des indemnités qu'ils prennent à la fin du mois? Nous ne comprenons pas véritablement qu'est-ce qui est vraiment à la base. Le deuxième élément qu'ils ont évoqué, c'est la question de décret portant augmentation du nombre des conseillers municipaux par commune. Les acteurs politiques ont demandé à ce que son application soit reportée aux élections municipales à venir. Ce n'est pas les élections municipales du 10 juillet, mais après 6 ans, pour leur permettre donc de peaufiner leur préparation, parce qu'ils sont déjà plein pied donc dans les préparatifs. Donc parce que vous savez que certaines communes sont passées de 18 conseillers municipaux à 23, d'autres de 12 à 18 et tout. Donc il y a eu véritablement l'augmentation d'un certain nombre de conseillers municipaux dans les différentes communes et tout. Donc les partis politiques ont demandé à ce qu'on puisse reporter cela. Sauf que la loi, c'est la loi, véritablement. On n'a pas, surtout un décret, on n'a pas reporté son application. Tant que le décret est pris et publié au journal officiel de la République, le décret est applicable. Donc, il demande au président du Conseil de retirer le décret, c'est ça? C'est antidémocratique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Soit vous avez une assise nationale, vous vous présentez dans les différentes communes, soit vous n'en avez pas. Parce que là, on sent que les partis politiques de l'opposition ont du mal à trouver les candidatures pour que ces personnes-là soient positionnées donc, dans ces circonscriptions électorales, donc dans ces communes. Le troisième élément, ils disent qu'il faut l'augmentation des subventions accordées par l'État aux partis politiques dans le cadre du financement de leurs activités électorales, donc le financement public donc, de la campagne électorale. Je suis tout à fait d'accord avec eux. 500 millions, c'est peu. 500 millions, c'est pas beaucoup pour une élection de telle envergure. Parce qu'en fait, quand vous prenez les différentes élections que nous avons organisées, vous prenez les élections législatives, la circonscription électorale, c'est la préfecture. Donc on a quelques candidatures pour être député, parce que dans la circonscription électorale, pour les députés, c'est 3 députés par préfecture. Dans d'autres préfectures, c'est 2. Donc il n'y a pas assez de candidatures. Surtout que c'est des candidatures de liste. Ensuite, vous avez les régionales, le même mécanisme, le même scénario. Mais par contre, quand vous prenez les communes, nous avons 117 communes. Et dans chaque commune, il y aura élection. Dans chaque commune, il y aura des candidatures. C'est énormément de candidatures. C'est pour ça que j'ai dit, même le cautionnement pour les candidatures qui a été diminué, c'est énormément d'argent pour l'État. L'État, c'est-à-dire l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État, c'est énormément d'argent. C'est un manque. C'est énormément. Imaginez un parti politique qui a sur toute l'étendue du territoire près de 1000 candidats. Multipliez ça par 20 000. Voyez ce que ça peut donner. Et voyez les partis politiques. Voyez les indépendants, les candidatures indépendantes et tout. Donc, en fait, il y a énormément d'argent. C'est pour ça que nous plaidons à ce que le gouvernement porte ce financement public à 1 milliard ou à 800 millions. Je pense que c'est pas trop demandé. Il faut véritablement que l'État montre une certaine volonté à ce que la campagne électorale se déroule. Parce qu'en fait, la campagne électorale, c'est le moment le plus extraordinaire de la fête démocratique. Vous allez voir des regroupements, des caravanes et tout. C'est l'ambiance démocratique. C'est beau à voir et tout. Et pour finir, si vous permettez, rapidement alors. Quand vous prenez ceux qui participent
au cadre permanent de concertation. Vous voyez certains partis politiques, je ne veux pas appeler le nom, après on va dire M. Orosama s'est présenté sur un plateau et puis il a dénigré qui que ce soit. C'est pour dire qu'en fait, vous avez des partis politiques où ces partis politiques se limitent à leur seule personne. Vous ne verrez pas d'autres membres que ces partis politiques. Et donc, quand vous boycottez un cadre de dialogue, c'est-à-dire que c'est des discussions, vous pouvez aller ne pas signer les conclusions à la fin. Mais quand vous décidez de ne pas aller, mais ceux qui ne représentent rien sur l'échiquier politique national, ils vont y aller, ils vont prendre votre place, ils vont décider à votre place. Pourtant, ils ne sont rien sur l'échiquier politique national. Ils ne représentent pas grand-chose en termes de représentativité électorale, en termes d'implantation sur le plan national. Ils ne représentent pas grand-chose. Et donc, c'est ce à quoi nous assistons. Vous voyez des gens, parce qu'en fait, quand vous prenez le fonctionnement des partis politiques, le président du parti politique, on le voit rarement. Il ne prend pas la parole comme un Zemi Diaman en route comptant le micro. Quand le président sort, ce que c'est sérieux. Mais vous voyez ces présidents-là, parce qu'en fait, ils sont guidés par leur intérêt personnel. Ils sont sur les plateaux télé, sur les plateaux radio. Et c'est eux qu'on retrouve au cadre permanent de concertation. Ça ne donne pas une certaine crédibilité aux discussions qui sont menées dans ce cadre-là, alors qu'il y a une grande opposition, parce que eux, leur travail quotidien, c'est de boycotter. Ils laissent la place à des gens, en fait, qui ne font pas un travail sur le terrain et qui vont parler au nom de toute la classe politique de l'opposition. Et là, le pouvoir a mis en place un cadre qui n'est pas restreint. Le pouvoir n'a pas dit c'est tel parti qui doit venir ou c'est tel autre. Merci vous voyez un peu la réalité Samir, que nous avons. Merci beaucoup, Samir. Credo TT, les acteurs du CPC se sont encore retrouvés en ce début de semaine pour parler, une fois encore, des municipales à venir. Oui, et les acteurs de ce cadre, qui sont des acteurs politiques, ne sont pas des moindres, parce qu'il n'y a pas une unité de mesure pour dire que tel parti politique est prédominant par rapport à un autre. C'est le travail sur le terrain. Et vous savez, les joutes électorales nous permettent également de définir, disons, l'aura des partis politiques. Aujourd'hui, si nous voyons l'historique, même bien l'histoire de ce cadre permanent de concertation, c'est un cadre qui n'a pas été sectaire, c'est un cadre dont les bras ont été assez grandement ouverts à toutes les formations politiques, mais certains ont choisi, comme l'a dit Orosama, de jouer la politique de la chaise vide, et je crois que c'est à leur dépens. Donc, si aujourd'hui leur voix ne porte pas, ce n'est pas la faute à ceux qui y siègent au niveau de ce cadre. Donc, il y a également, c'est vrai, ils ont émis le souhait que le renouvellement de la CENI soit effectif. Je crois que c'est un sujet très intéressant parce que cette CENI a besoin d'être renouvelée. Mais je me pose la question, est-ce que matériellement c'est faisable avant le 10 juillet ? Ou bien c'est pour avoir une certaine marge de manœuvre qu'ils sont également dans cette logique de demander un report de ces élections, que ça ne se tienne plus le 10 juillet prochain, mais qu'on reporte ça qu'on repousse ça à une date qui permette à ce qu'on renouvelle la CENI. Donc je crois que c'est toute une machine. Et le travail de la CENI, lorsqu'on aura de nouvelles têtes aujourd'hui, même si le gouvernement accélère les choses de concert avec le Parlement, on a un renouvellement de la CENI, donc les nouveaux membres aussi doivent être outillés, formés, et cela aurait une certaine incidence sur le calendrier. Donc il ne faudrait pas qu'on perde de vue cela. Et ce n'est pas la CENI n'est pas, disons, le seul cadre qui ait besoin aussi qu'on renouvelle ses membres. Il y a d'autres entités, mais j'ai bon espoir que au sommet de l'État, on pense à renouveler ses membres. Et moi, je suis de ceux qui voudraient voir être mise en place une CENI technique. Que la CENI ne soit pas plus également un gâteau derrière lequel les partis politiques courent pour aller s'abreuver juste en position. Nous avons vu la guerre des tranchées entre les partis politiques pour des sièges au niveau de la CENI. Et nous avons également vu des membres qui sont partis servir en tant que commissaires de la CENI et à qui leur parti politique demandait qu'ils passent tous les soirs rendre compte du fonctionnement, alors que là, c'est la haute administration. La machine électorale a besoin
d'un certain nombre de contours. Donc, on ne parle pas pour parler. Et lorsqu'on veut servir au niveau de la CENI, c'est l'intérêt du pays qui doit être porté et non l'intérêt de son parti politique, bien que ça soit une émanation, un envoyé de ce parti. Donc, je crois qu'on doit éclaircir un certain nombre de points. Ceux qui sont aujourd'hui au niveau de ce cadre ne déméritent pas. Ils ont déjà engrangé des succès sur d'autres points. Le cautionnement a été revu à 50% à la baisse. Donc ça, c'est leur actif. Donc là, s'ils portent encore... Mais est-ce que c'est suffisant si le cautionnement a été revu au rabais? Est-ce que c'est suffisant pour eux? Si c'était le cas, ils n'auraient pas posé d'autres préoccupations. Non, je n'ai pas dit cela. Donc ne me prêtez pas non plus des intentions. Ok, d'accord. Donc c'est déjà un succès d'étape. Et ils ont posé d'autres revendications aujourd'hui sur la table, quitte à échanger, quitte à ce que le gouvernement mesure l'importance de leurs propositions. Vous savez, même pour les élections, je crois que ça doit être les régionales ou bien les sénatoriales, au sein même de ce cadre, ils avaient formulé le vœu qu'on repousse un peu la date de dépôt des dossiers. Mais le gouvernement a accédé à ça. Donc c'est dire que le gouvernement attache même du cette prix. fois-ci, ils ont demandé cela. Oui, merci. Donc c'est dire que le gouvernement prend le côté important des délibérations au niveau du CPC. C'est là où je voudrais encore insister que ceux qui composent le CPC aujourd'hui sont des émanations des partis politiques qui sont légalement constitués et qui, je pense, ont un maillage du territoire, même si ce maillage serait insuffisant. Ce ne sont pas ceux qui sont en dehors, qui aiment toujours jouer à la politique de la chaise vide, qui ont le titre foncier de l'opposition. Donc il ne faudrait pas qu'on végète cela dans l'esprit des Togolais. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, Maololo Samson Arlidja, le CPC s'est une nouvelle fois réuni en ce début de semaine. Oui, je pense que la majorité des développements ont déjà été faits par mes deux co-débatteurs. Je rejoins un peu Samir sur un point. On a un peu l'impression que beaucoup de partis politiques ne sont pas suffisamment préparés pour les élections municipales et que maintenant, ils doivent maintenant courir à gauche et à droite, faire des demandes par ici et par là pour avoir un peu de temps ou un peu plus de maths pour se préparer, ce qui est tout à fait dommage. Parce que les élections municipales dans n'importe quel pays sont les élections les plus importantes à mon humble avis. Beaucoup plus que les élections législatives, parce que lorsque vous arrivez à avoir une mairie, pour un parti politique, c'est l'occasion de pouvoir déployer ou démontrer sa stratégie de développement, de façon concrète. Et lorsque vous êtes un grand parti, vous pouvez dire que vous êtes un très grand parti. Tant que vous n'avez pas pu gérer plusieurs mairies, tant qu'on n'a pas pu vous voir à pied d'œuvre, ce n'est pas parce que vous supposez avoir gagné des élections et avoir été triché que vous êtes forcément un grand parti. Il faut pouvoir gérer une mairie, montrer ce dont vous êtes capable à une échelle locale pour qu'on puisse vous confier de plus grandes responsabilités. Et cela est tout à fait dommage. Les revendications qui ont été faites, certains sont pertinents, d'autres le sont moins. Je pense qu'il appartient maintenant à l'autorité principale, au gouvernement, de pouvoir juger de quelles mesures il faut conserver, de quelles mesures il faut et à quelle mesure il faut surseoir. Parce que cette élection-là doit quand même se tenir dans un délai donné. Et ça en va de la vitalité du pays dans lequel nous vivons. Alors oui, Samir, vous voulez réagir encore? Oui, en fait, j'avais voulu un autre élément. C'est rapidement. C'est-à-dire que l'une des doléances faites par les acteurs politiques au sein donc du cadre permanent de concertation, ce qu'on puisse reporter donc la date limite de dépôt des candidatures, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc ça fait un jour de moins véritablement. Parce qu'en fait, le délai fixé par la CENI, c'est le 29 mai. Le 29 mai, c'est vendredi. Donc en fait, je pense que la CENI doit pouvoir, parce que peut-être contrairement à ce que Credo disait, la CENI, selon le code électoral, c'est l'organe qui organise, qui supervise toutes les élections et les référendums. C'est ce que le code électoral dit. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise. Donc ça montre l'importance. L'ancrage de la CENI. Ça montre l'importance donc du renouvellement donc des membres de la CENI. Donc en fait ils ont raison de dire qu'il faut repousser ou leur accorder un délai supplémentaire pour
pour pouvoir déposer donc les candidatures des personnes qui veulent se porter pour devenir conseillers municipaux donc, dans ces différentes communautés. Le deuxième élément que je voudrais dire, c'est que quand vous prenez le cadre permanent de concertation, je vais finir par là, si vous le permettez. Quand vous prenez le cadre permanent et le cadre permanent de concertation, Credo disait que il y a des partis qui sont présents, qui ont une représentativité géographique, même si et tout. Mais il a dit quelque chose d'important qui m'a intéressé moi. Il a dit que les élections demeurent un moyen de mesure de l'efficacité de la représentativité. Donc, de ces partis politiques. Aujourd'hui, quand vous prenez le cadre permanent de concertation, il y a des partis politiques qui ont participé à des élections, qui ont obtenu un certain nombre de voix quand même, et qui ne sont pas présents au cadre permanent de concertation. Nous avons le droit de le dire. Vous avez dit qu'il ne fait pas partie donc du cadre permanent de concertation. Vous avez la DMP qui n'est pas présente. Vous avez un certain nombre de partis politiques qui ont remporté donc les élections régionales, c'est-à-dire qui n'ont pas été nommés par le président de la République. Par exemple, le parti Clé, ils ont présenté un candidat ils ont remporté donc les élections sénatoriales. Ils ne sont pas aussi présents au niveau donc du cadre permanent de concertation. Donc en fait, le caractère inclusif, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui permet donc d'aller vers des élections crédibles, apaisées et acceptées de tous. C'est notre souhait le plus absolu. Maintenant, le cadre permanent de concertation, ce n'est pas un cadre fermé. C'est un cadre qui est ouvert. Merci si les gens ont décidé de ne pas aller, là, c'est leur droit véritablement. Non, mais sur le problème de la représentativité, je crois que dans sa chute, lui-même, il a déjà trouvé la réponse. Donc, ce n'est pas, c'est de la volonté de ces partis. Et on a vu que ces partis, il y a certains partis qui ont décidé de ne pas y aller parce qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise aux côtés d'autres partis de l'opposition. Donc, ça, c'est un choix qu'ils doivent assumer. Mais sur le volet, je crois qu'il a formulé très bien le mémo sur le report de la date de dépôt. Limite de candidature. Et vous savez, ce jeu, nous l'avons vu. Et lorsque, dans un processus, dans un calendrier électoral, lorsque on élargit un peu la date finale de dépôt de candidature, ça a une incidence sur tout le chronogramme. Oui. Et c'est cet argument qu'avaient employé des partis qui font partie de du CPC pour avoir des gains de cause dans de précédentes élections. Donc ils sont en train de tirer sur le fil. Et c'est là où je rejoins Samson pour dire, lorsqu'on est un parti sérieux, lorsque on veut investir le champ décisionnel politique, on doit se préparer. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on va essayer de tout demander à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reviens à vous, Samir Ourossama. Mais écoutez, Guillaume, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation solennelle parce que nous sommes à un jour spécial. C'est l'opportunité pour moi de souhaiter, même si c'est un peu tardive, une bonne fête d'Ascension à tous les chrétiens catholiques de par le monde, notamment du Togo. Bonne fête, priez pour que le Togo soit toujours un pays de paix, priez pour que nous allions à des élections apaisées, à des élections crédibles et inclusives, priez pour que dans les prochains jours, nous ayons le nouveau gouvernement sous la 5e République. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Maoulolo Samson Alidja, vos mots de fin. Oui, moi, encore pour une fois, je vais parler des fameux feux rouges, des feux de circulation. Et en temps, ça allait mieux. Et puis, brusquement, subitement, on ne sait pas pourquoi, ça a repris. Donc vous arrivez parfois à des feux de signalisation où il n'y a aucune lumière qui est visible. Les gens s'arrêtent. Je ne sais pas s'il faut deviner si c'est le rouge ou c'est le vert qui est allumé. Parfois les gens parlent, parfois les gens s'arrêtent. Ça cause beaucoup d'accidents. Je pense que au Togo, nous avons ceux qui utilisent la route ont assez de taxes à payer, aussi bien sur l'assurance, aussi bien sur la TVM, aussi bien sur le carburant, aussi bien sur les péages. Et que normalement nous avons quand même le droit de pouvoir rouler sur des routes sécurisées
Et j'aimerais quand même que l'autorité en charge puisse prendre ce sujet-là à cœur pour qu'on ait au moins les feux rouges. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Maoulolo Samson Alidja. Vous êtes analyste politique, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume pour l'invitation. Credo Tété, vos mots de fin. Non, moi je voudrais dans un premier temps féliciter Dr Kouegada et son institut d'études stratégiques pour le colloque international qui a été tenu à l'université de Lomé hier sur les 50 ans de la CEDEAO. Félicitations à toute l'organisation. Un second point, féliciter les forces de l'ordre de sécurité pour leur sacrifice, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la sécurité dans notre pays, mais attirer également l'attention des plus hautes autorités de la sécurité, de la police, de la gendarmerie, sur les missions de contrôle routier. Parce qu'à un certain moment, c'est étouffant pour les populations. Tous les jours, on voit les agents de DSR qui inondent les rues. Et la manière d'approche même des citoyens, quelquefois, ça laisse à désirer. Et les soirs, vous les voyez, les nuits, vous les voyez. Et vous voyez également leurs frères jumeaux de la brigade motorisée pour ces mêmes c'est pour ces mêmes bonheur des exercices. Bon, c'est pas un débat. Hein. Non, je crois qu'on doit essayer de réglementer cela, que ça ne soit pas tous les jours, parce qu'on a comme l'impression que on étouffe également les citoyens par ce biais. Des fois, ça laisse à désirer. Mais tout compte fait, nous sommes solidaires avec eux dans leur mission de sécurisation du pays. Mais pour les contrôles routiers, qu'on organise cela mieux. Autant demain, peut-être c'est une seule fois, vous allez les voir sortir. Et lorsqu'ils sortent, ils sévissent et les citoyens sont d'accord. Mais vous les voyez à 3h, à 4h du matin, autant demain, il y avait pas assez de voitures aussi, il faut le souligner. Non, je n'en disconviens pas. Malheureusement, ce n'est pas pour avoir un temps de débat. On est supposé avoir rempli toutes les conditions. Merci beaucoup à vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les contrôles routiers, mais vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui te remercie et je remercie la direction de New World. Bonne fête de l'Ascension avec la fougue de Hugo. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlaga, merci à la réalisation, à tous les techniciens en régie, merci à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.